Alors pour cette première table ronde, nous invitons Juliette Loiseau comme modératrice de cette table ronde, Monsieur Bernard Jomier, sénateur de Paris, Madame Nathalie Nion, cadre supérieur à l'AP-HP, et Madame Vanda Vrona, directrice à l'AP-HM. Bonjour à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la première table ronde de la journée intitulée « Des établissements sous tension ». On sait tous qu'aujourd'hui nos établissements sont sous tension, mais on vous propose d'aborder le sujet sous le prisme des violences commises à l'encontre des professionnels de santé aujourd'hui. Et on va exclure tout de suite les violences sexistes et sexuelles parce qu'on considère qu'elles mériteraient à elles seules une table ronde. Voilà. Donc aujourd'hui, pour parler du sujet, on a le plaisir d'accueillir, je vais vous présenter dans l'ordre à ma gauche, Madame Vanda Vrona. Vous êtes commissaire de police et directrice de la sécurité à la PHM. Monsieur Bernard Jomier, sénateur de Paris, médecin généraliste. C'est ça, je ne me trompe pas? Non, tout est bon. Et Madame Nion, vous êtes cadre supérieur de santé à la PHP et co-rédactrice du rapport sur les violences commises à l'encontre des professionnels de santé. Alors, au niveau des violences commises à l'encontre des professionnels de santé, quelques données pour introduire. Aujourd'hui, on sait, de par l'ONVS, donc l'Observatoire national des violences en santé, que 70% des comportements violents sont le fait des patients et de leurs proches. En 2021, il y a eu 19 328 signalements de violence dans 391 établissements. À noter que ces signalements sont pas le fruit vraiment de la réalité parce que l'ONVS nous indique qu'il y a un sous-signalement dans les établissements qui est très important. Il y a eu 34 550 victimes recensées en 2021 et 29 214 de ces victimes, de ces personnes, c'est des atteintes aux personnes. Donc c'est quand même assez important. Et plusieurs motifs qui sont indiqués par l'ONVS, reproches relatifs à la prise en charge du patient, refus de soins, temps d'attente jugé excessif ou encore alcoolisation. Et en fait, les violences qui sont commises à l'encontre des professionnels de santé, elles augmentent aujourd'hui. Et comme les violences en milieu ordinaire, on va dire, parce que le ministère de l'Intérieur, en 2024, indique qu'il y a une évolution des actes de délinquance et de violence. Plus 12% de tentatives d'homicide, plus de 5% de coups et blessures volontaires sur personnes de 15 ans ou plus, notamment dans le cadre familial. Donc ces violences commises à l'encontre des professionnels de santé, elles ont un coût humain évident, mais elles ont aussi un coût pour l'image de nos établissements et pour l'attractivité des établissements. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le SMPS a choisi d'en parler et d'en faire le sujet d'une table ronde, d'où l'importance d'évoquer le sujet aujourd'hui. Et je vais finir mon introduction par la citation de Chantal Prioul que vous avez choisie aussi pour le rapport sur les violences commises à l'encontre des professionnels de santé. Le danger pour la vie est de s'habituer à toutes les petites violences de la vie quotidienne et de finir par trouver ça normal. Donc voilà. Donc je vais tout de suite laisser la parole à Mme Nion. Merci de me donner la parole. Merci de cette invitation et puis de pouvoir échanger, entre autres, sur le rapport, mais plus largement sur les violences à l'encontre des professionnels. Donc, comme vous l'avez très précisément dit, ces petites violences quotidiennes sont le fait de nombreux de nos soignants. Ils sont confrontés régulièrement, nos soignants et par ailleurs tous les professionnels de santé au sens large et inclusif de l'ensemble des établissements hospitaliers. Donc c'est fort de ces données que vous venez de citer que le ministère et notamment le ministère chargé de l'organisation territoriale et des professions de santé a souhaité approfondir le sujet et nous a missionné le docteur Masseron et moi-même sur ce sujet qui était bien plus large puisqu'il visait aussi notamment tout ce qui est de l'ordre de l'extra-hospitalier, mais on s'aperçoit finalement que les problématiques se rejoignent avec des particularités effectivement de l'extra-hospitalier ou de l'intra-hospitalier.
Donc c'est fort de ces données que nous sommes allés nous enrichir sur le terrain, puisque nous avons effectué 80 heures d'audition de différentes personnalités morales ou publiques sur le sujet pour alimenter notre réflexion et pouvoir proposer des recommandations. Nous en avons retenu 44 qui n'étaient pas exhaustives, on aurait pu aller bien plus loin. Donc 44 recommandations qui ont fait l'objet ensuite d'un plan ministériel, donc en septembre 2023, plan qui pour l'instant à ce jour, compte tenu de la situation actuelle nationale, n'est effectivement pas encore complètement déployé. Mais tout ça s'inscrit en fait dans un processus plus global, qui est celui, dans un sens plus large, plus global, qui est celui de la santé des professionnels, en fait, donc qui rejoint aussi cette problématique et notamment le rapport de nos collègues sur la santé des professionnels. Donc tout ça est parfaitement lié. Et ce n'est pas un fait nouveau, c'est-à-dire que nos institutions se sont depuis longtemps intéressées au sujet, et vous le savez probablement mieux que moi. Dès les années 80, avec la circulaire concernant la protection fonctionnelle, et ça s'est évidemment renforcé, et notamment avec la création de l'ONVH devenu ONVS par la suite, et puis des conventions santé, sécurité, justice qui sont apparues dans les années en 2010. Et plus récemment, l'ouverture du site de l'ONVS aux professionnels libéraux qui a permis de collecter toutes ces informations qui sont bien sûr sous-estimées, mais qui montrent quand même que les faits sont importants, sont nombreux. Et dans ces signalements, d'ailleurs, la plupart concernent des faits de niveau 4 pour 50% d'entre eux. Et bien sûr, en fonction du niveau d'exposition, plus particulièrement les soignants de proximité, ce qui est logique puisque c'est quand même la population la plus importante dans nos communautés hospitalières. Merci. Donc du coup, ça concerne vraiment tous les établissements et services aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des services qui sont particulièrement plus touchés que d'autres aujourd'hui ? Alors oui, effectivement, au cours de nos auditions, et notamment dans les données, il ressort que certains services sont plus à risque. Et d'ailleurs, ça peut amener à des actions particulières sur ces services, notamment les services de psychiatrie, les services d'urgence, les services de gériatrie, les centres, les EHPAD, les centres médico-sociaux, effectivement, sont aussi peut-être plus à risque. Mais aujourd'hui, je crois que d'après ce qu'on a pu entendre, et on n'est pas exhaustif, mais je pense que tous les services sont concernés. Alors évidemment, en fonction de la situation géographique, en fonction de l'accueil, de profil des patients, ça peut être différent, mais je crois qu'on est tous concernés. Et ce qui est un fait de société, effectivement, a pénétré de façon assez importante l'hôpital et de façon quasi aussi emblématique que ce qui se passe à l'extérieur. En fait, on est le reflet de notre société et aujourd'hui, on n'est plus protégé comme on a pu penser, ou en tout cas comme on pensait l'être jusqu'à il y a quelques années. D'accord. Et donc, Madame Vrona, à la PHM, vous avez constaté, est-ce que vous avez constaté qu'il y avait des soignants qui étaient plus confrontés que d'autres aux violences ? D'abord, merci de m'accueillir. J'ai eu du mal à accepter cette invitation parce que je ne me sens pas forcément légitime. J'ai un regard très police, très prolice. Je suis commissaire divisionnaire, donc j'ai presque 25 ans de police derrière moi. Et j'ai découvert une autre planète quand je suis arrivée. Alors, je ne sais pas si c'est la planète Marseille, parce que c'est la PHM. En tout cas, c'est une planète que je ne connaissais pas. Je ne connais rien de l'hôpital, sauf la PHM. Et dans la PHM, il y a des choses qui ne sont peut-être pas tout à fait communes à l'ensemble des autres sites. Parce que la PHM est une institution, c'est ce que j'ai compris. Après la PHP et d'autres CHU emblématiques. Mais parce qu'en fait, il y a une criminalité aussi un peu différente. Donc, je partage complètement l'avis. Alors, au début, je suis arrivée en me disant, oh là là, j'ai lu 2-3 bricoles quand même pour essayer de ne pas débarquer à la PHM sans rien savoir. Et on m'a dit, les urgences sont le cœur des difficultés. En fait, je n'avais pas bien compris que les urgences, c'était en fait tous les soins non programmés. Et en fait, ça va au-delà des urgences. Mais il y a bien une spécificité de ces services qui voient des flux différents de patients qui ont des rendez-vous, qui viennent se cumuler avec des patients qui arrivent dans le cadre d'opérations d'intervention non programmées ou de rendez-vous non programmés, donc des urgences. Moi, je le résume avec ma tête de policier comme ça. Et ce croisement de flux amène effectivement des tensions. Et puis alors, j'ai vu arriver dans les services d'hospitalisation d'autres formes de violences. Des violences qui en fait étaient induites au quotidien. Mais en fait, il y a une résilience qui est incroyable dans les services par les soignants parce que c'est presque normal d'accepter beaucoup de choses. Les gens sont là, ils sont peinés, ils ont mal, ils ont ils ont tous les arguments qui les autorisent
à se comporter plus mal avec vous qu'avec les autres, ou alors de la même manière qu'avec les autres, malheureusement, effectivement, à l'image de la société. Dans les hospitalisations, le fait de devoir systématiquement, tous les soirs, rappeler qu'il faut quitter l'hôpital, c'est facile quand c'est un accompagnant normal, simple. C'est plus difficile quand c'est une famille nombreuse, de 80 à 100 personnes, qui occupent le hall. Ça devient compliqué. Mais ça se fait, voilà. Il a fallu rappeler aux médecins que non, on ne prend pas contact avec une famille issue de la communauté des gens du voyage, comme on le ferait avec tout le monde. Non, on ne prend pas tout le monde collectivement. Moi, je pensais que c'était des choses acquises, mais non, pas forcément, parce qu'effectivement, ce sont des choses que moi, je fais naturellement. C'est pas mal ou bien de demander quel est le chef de famille. C'est comme ça que ça se passe avec ces communautés-là. Et après, ça se passe mieux. Donc, ces petites, moi j'évite d'utiliser le mot d'incivilité parce qu'en fait ce sont des violences. Et sur les violences que je constate à la PHM, 80% heureusement des violences, des atteintes aux personnes, puisque moi je distingue les atteintes aux biens des atteintes aux personnes, 80% des atteintes aux personnes sont des violences verbales, mais qui pour autant sont inadmissibles. On a vu fleurir cet été des violences très clairement qui ont passé un cap ou de manière systématique, je ne sais pas pourquoi, systématiquement, les dames sont menacées de viol. On dit, ce soir, je sais où tu travailles maintenant, ce soir, je reviendrai avec mes copains et on va te violer. C'est le truc à la mode du moment. Et mine de rien, ces menaces-là sont plus inquiétantes et plus... crée un sentiment d'insécurité qui finalement va au-delà de l'instant. Un patient qui s'agace et vous bouscule, vous pousse, vous jette son pied à perfusion. Je rappelle qu'il n'existe pas de tentative de violence physique. Ça n'existe pas en droit français. La tentative est une violence. Le fait de vous jeter un pied à perfusion dessus, c'est un grand truc ça, un pied à perfusion. Voilà. Le fait de vous le jeter dessus, il ne vous atteint pas, c'est une violence physique. C'est des choses assez basiques. D'accord, merci beaucoup. C'est effarant ce que vous dites sur les menaces de viol. Monsieur Jomier, quand vous avez été président d'une commission sur l'état de l'hôpital et à ce titre, vous avez fait des auditions de professionnels de santé, est-ce que vous avez constaté l'impact de ces violences sur eux ? Alors, merci également pour votre invitation. Effectivement, en 2022, c'était une commission d'enquête du Sénat sur l'hôpital public, dont la rapporteure était Catherine Deroche, qui était la présidente de la commission des affaires sociales. Et donc, je présidais cette commission. Et la question que vous abordez aujourd'hui, alors c'est d'ailleurs intéressant, des établissements sous tension, puis vous avez mis un S, attention, mais enfin vous l'avez mis entre parenthèses. Je ne sais pas ce que ça signifie, mais probablement la pluralité et la complexité des tensions qui frappent l'hôpital. Ce qui nous a marqué très clairement, c'est que les soignants, leurs organisations, à titre individuel, les différents corps, et au-delà des soignants, après les personnels administratifs, techniques, de direction, etc., ont exprimé un malaise qui était commun. Un malaise commun qui est dû très probablement à la multiplicité. L'hôpital est un peu comme l'école, un réceptacle des tensions de la société. Et donc, il y a les tensions extérieures qui viennent et qui le frappent. Et effectivement, là, les services d'urgence, la psychiatrie sont clairement en première ligne, enfin, font partie des services qui sont en première ligne. Donc, cette difficulté à y faire face qui se greffait. Alors, on était en 2022, donc je rappelle juste, après la pandémie, en tout cas après la phase aiguë de la pandémie. Mais en fait, ce qui était exprimé prenait source bien avant la pandémie. C'était clairement une situation qui vient de loin, comme on dit, qui a grossi avec le temps, qui a été jugulée plus ou moins avec des mesures que on connaît tous, que vous avez vues, y compris en termes sécuritaires. Avant qu'il y ait des commissaires divisionnaires, on a vu des vigiles, simplement, enfin des agents de sécurité apparaître. Il y a 30 ans, il n'y avait pas d'agents de sécurité dans les urgences. C'était juste quelque chose de dingue, quoi. Il n'y avait aucune raison. Mais notre société a évolué et
Et maintenant, moi je crois qu'il y a eu un basculement aussi le jour où on a, au fond, je ne veux pas dire admis, mais quasiment que des pompiers se fassent caillasser, je veux dire, se fassent agresser alors qu'ils portent un secours immédiat. Donc tous les personnels qui exercent des fonctions d'aide, de secours, de soins dans la société ne sont même plus épargnés quand ils ne sont pas les cibles. Donc on a entendu cette grande difficulté des personnels qui a d'ailleurs se mêlé avec beaucoup de choses, comme souvent quand il y a un mal-être, les reproches sortent de façon multiple et s'additionnent et il faut arriver à faire la part des choses. Mais s'y mêler des plaintes sur les conditions de travail, sur la dégradation des conditions de travail, sur on n'a plus le temps d'eux, et donc qui nous ont abouti à analyser au fond quelque chose qui là percute violemment l'hôpital public, c'est le risque de perte de sens des métiers. Et ça, c'est peut-être une des pires conséquences. Il y a des conséquences immédiates que vous êtes obligé de gérer, de l'acte de violence qu'il faut prévenir au mieux et sinon, bon, voilà, traiter. Mais il y a quelque chose qui est très profond, c'est que les personnels, quand ils ne comprennent plus, et qu'est-ce qu'on peut comprendre quand on fait un métier, que ce soit de soigner, d'organiser le soin, enfin d'être dans la communauté au sens large du soin, dans la communauté hospitalière, qu'on est là pour soigner des gens, de se faire agresser au nom de cette fonction dans la société. Bon, quand on doit réprimer, bah forcément, les gens, ils n'aiment pas ça. Vous, Madame la Commissaire, vous connaissez ça. Donc, je ne parle pas des dérapages de ces dernières années, mais il y a quelque chose de consubstantiel à votre métier que vous apprenez et qui ne vous surprend pas, que les gens n'aiment pas se faire rappeler à l'ordre des règles de la loi. Mais le soignant, lui, c'est un autre monde. C'est quelque chose qui est inconcevable. Et donc, on a cette tension externe et qui s'est ajoutée, je vais conclure là-dessus, hein, pour ne pas être trop long, mais par, clairement, des tensions internes. C'est-à-dire qu'il y a la violence de l'institution confrontée à la société et il y a ce que génère une propre institution confrontée à ces difficultés, à ces tensions en ressources humaines, dans les services, effectivement, les rapports avec les patients qui peuvent devenir très tendus, etc. Et ça, c'est aussi un facteur qui s'est additionné pour créer ce mal-être des personnels soignants. Merci. Et Madame Nion, dans le rapport que vous avez donc rédigé, est-ce que vous avez vu qu'il y avait des déterminants précis qui expliquaient ces violences à l'hôpital ou en établissements médico-sociaux ou sociaux ? Alors, comme l'a très bien dit M. Jomier, effectivement, il y a des facteurs exogènes et il y a des facteurs endogènes qui sont liés à l'organisation, qui sont des déterminants internes et qui contribuent ou qui alimentent les violences et les tensions dans les établissements hospitaliers. Tout à fait. On a parlé des patients des secteurs à risque, mais il y a aussi d'autres. Il y a l'organisation, il y a l'architecture. Enfin, on peut balayer assez large sur tout ce qui peut effectivement alimenter, en tous les cas, voire produire de la violence et des tensions. Et Madame Nion, à la PHM, est-ce que vous avez vu qu'il y avait des causes qui revenaient souvent dans les violences commises à l'encontre de nos professionnels de santé ou des managers ? Alors la relation même, hein, c'est-à-dire le contact entre l'agresseur qui arrive déjà éprouvé par quelques heures d'attente, l'inquiétude et avec des prédispositions en pédiatrie qui sont toutes particulières, hein. Il y a l'inquiétude qui vient se mêler dans cet agacement. La période de la bronchiolite, pour moi, est une période sous tension, pas que pour les professionnels, mais pour nous aussi. Le parent, je le raconte souvent, hein, qui rentre de la crèche, il a été appelé, il est là l'après-midi, il est minuit, il n'est toujours pas passé, son gamin hurle, il est inquiet, ça ne va pas bien se passer. Donc vous parliez tout à l'heure des agents de sécurité, je ne suis pas sûre qu'effectivement il y ait besoin d'agents de sécurité dans les urgences pédiatriques, mais peut-être effectivement de gens qui font baisser les tensions. Donc qui on met face à ça est important. Vous évoquez tout à l'heure l'architecture. Or, il y a 25 ans, à l'école des commissaires de police, j'ai appris qu'il existait la prévention situationnelle. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc ? En arrivant à la PHM, je dis, on va faire un projet de prévention situationnelle, on va voir si ça marche. Et donc, on a entièrement refait les attentes, la salle d'attente des urgences de l'hôpital Nord début juillet. Et l'été s'est super bien passé. Même pas une violence verbale.
CQFD, pourquoi pas, on n'en sait rien. On fera le point dans 6 mois. Dans tous les cas, d'expliquer aux gens que s'ils ne vont pas, c'est assez simple. Hein. La SNCM fait ça sur le port de Marseille. Hein. À partir du moment où on dit aux gens, vous arrivez, monsieur, très bien, vous êtes pris en compte, il y a un fléchage à peu près normal. On évite des termes qui sont peu usuels pour le Kidam, c'est-à-dire circuit ambulatoire et circuit court. Quand vous attendez plus de 4 heures, vous dites « Oh, celui qui est dans le circuit long, ça doit être très très long quand même. Hein. » Voilà. Donc, leur expliquer qu'ils arrivent, ils vont très délibérément dans le carré vert, et la couleur qu'on veut, et celui qui arrive et qui est arrivé avant est allé dans le carré bleu, instinctivement, il va comprendre qu'il ne va pas se passer la même chose. Sinon, ils auraient été dans le même carré. Voilà. Donc déjà, on économise ce genre de friction qui viennent de cette attente. Il y a des moyens, après, de relations, et donc je pense que vous avez tous mis en place des petites formations à la gestion des conflits qui aujourd'hui prennent parfois beaucoup de temps. Vous avez du mal à dégager les effectifs. Vous parliez tout à l'heure de ce temps et des moyens humains qu'il n'y a pas. À la PHM, on a fait des choses très pragmatiques qui ne vont pas forcément marcher mieux qu'ailleurs. On a des petites formations qui font 2 heures. Tout le monde les trouve trop courtes. Néanmoins, il y a beaucoup de gens qui viennent. Elles se font sur site et sur place. Et on rappelle des petits fondamentaux, le passage de main quand on n'en peut plus, le venin est dans la queue, c'est pas la peine non, c'est la théorie du venin qui est dans la queue. Voilà. Et 2-3 théories très simples. Mais en fait, c'est quoi ces petites formations qui sont demandées? C'est l'occasion surtout de partager et d'expliquer suite à un événement. Et le fait de débriefer, c'est important aussi. D'accord. Donc, il y a les facteurs organisationnels, architecturaux, les refus de soins, mais également les temps d'attente. Mais aujourd'hui, on constate aussi qu'il y a une attente forte sociétale envers les services publics. Est-ce que, Monsieur Jomier, vous avez constaté que est-ce que les soignants sont conscients de ces attentes fortes et comment ils prennent en compte ces attentes des patients ? Bien sûr que les soignants, enfin d'ailleurs pas que les soignants, vous aussi, vous êtes conscients de ces attentes et de la difficulté d'y répondre. Je voudrais, vous avez cité un point qui était très intéressant sur ce qui a été fait et qui aurait fait baisser les violences dans le service ou à l'accueil. Il y a quelque chose qui va être intéressant. Moi, je n'ai pas de données pour le moment, vous en avez peut-être déjà. C'est la mise en place des SAS. Les SAS, il y a des territoires, des hôpitaux, ça ne marche pas. Hein. On ne va pas se raconter d'histoire. Ça dépend de tas de choses, de l'écosystème autour, mais ce n'est pas ça l'objet de ma remarque. Mais il y a des endroits où ça fonctionne. Et il va être intéressant de regarder si là où ça fonctionne, où les SAS sont effectivement efficients, il y a oui ou non une baisse de ces violences. Moi, je n'ai pas de données pour le moment. C'est très récent, donc on vient de passer un été difficile encore une fois, mais par endroit, il n'a pas été difficile. Et par endroit, la situation s'est même nettement améliorée. Donc, est-ce que c'est assez accompagné, oui ou non, d'une baisse des violences aux portes de l'hôpital? Ça va être très intéressant à regarder. Alors, les demandes sociétales, je vais sortir de l'hôpital, mais parce qu'on voit bien qu'on est pris dans un mouvement de société. Et je vais vous décevoir, mais le législateur ne peut pas grand-chose sur les mouvements de société. Le législateur, il les constate, il essaye de les encadrer, il essaye de les réguler, mais il y a un mouvement sociétal vers ce qu'on appelle le consumérisme. Je veux une réponse tout de suite adaptée à ma situation et débrouillez-vous pour m'apporter cette réponse parce que je paye des impôts. Et ce discours, il touche l'hôpital, mais si on élargit au système de santé, il touche les soins de ville de la même façon. J'entendais récemment la présidente d'un grand syndicat de médecins généralistes qui disait mais si on ne nous aide pas à apporter des réponses, si on continue à développer les télécabines, les machins, les trucs où tout de suite on a, bon peut-être qu'ils casseront la cabine et ça fera moins de dégâts, mais voilà, ça n'est pas la voie à suivre que d'encourager l'immédiateté de la réponse quand celle-ci peut nécessiter du temps, peut nécessiter un peu plus. Donc ce sont des facteurs qui pèsent lourdement sur l'institution hospitalière, comme ils pèsent sur d'autres institutions, sur l'école en particulier, et sur d'autres services publics. Voilà. Et face à ça, la réponse à apporter, moi j'en suis convaincu, et après c'est une opinion personnelle, mais
Certes, il y a des dispositifs spécifiques à chaque secteur, et vous avez mentionné le plan qui propose 42 ou 43 mesures, je ne sais plus, qu'Aurélien Rousseau et Agnès Firmin-Lebaudot avaient publié. Oui, bien sûr, d'ailleurs, quand on lit ces mesures, il y a tout. Je veux dire, non, mais c'est très intelligent, hein. Il y a tout. De toute façon, on sait très bien faire des plans où il y a toujours tout. Et si possible, il y a 100, 200 mesures. D'ailleurs, il n'y a pas vraiment de connexion avec les moyens en face. Il y en a encore moins avec l'évaluation, mais il y a tout dans le plan. Mais même en admettant que ce plan parfait soit mis complètement à exécution, eh bien, je ne crois pas qu'on répondra plus à la question, parce qu'on a une question qui nous est posée, qui est beaucoup plus profonde et politique, qui est comment fait-on vivre une société qui est très diverse, où la diversité est revendiquée et où on doit transformer en sens commun cette diversité des identités, des parcours, etc. Je vais prendre juste une minute. Ça va vous paraître déconnecté que je vous parle de ça, mais en 2014, 2015, 2016, j'étais adjoint à Paris en charge de la santé et du handicap. Et donc, j'ai travaillé sur le dossier de candidature des Jeux paralympiques. Ce qu'on a fait avec les Jeux olympiques et paralympiques, ça a été de penser, de se dire, mettons ça dans la ville. Il faut qu'on court dans la ville, qu'on nage dans la ville, qu'on fasse du vélo dans la ville. Il faut que tout le monde y soit. Il faut qu'on montre que cette ville est une ville où les identités peuvent produire quelque chose en commun et pas devenir, j'allais dire, meurtrières, en référence évidemment au livre d'Amin Malouf, mais où on puisse les faire vivre en commun, les exprimer, et où ça aboutisse à un résultat d'apaisement et de partage collectif. Si on n'a pas des projets politiques comme ça, si on continue à brutaliser la vie politique, à mettre du dissensus là où il faut résoudre des problèmes et à vivre des problèmes au lieu de vivre de leurs solutions, on n'en sortira pas. Merci beaucoup. Donc, on a évoqué l'état des lieux de ces violences, mais aussi les causes et les déterminants qui les expliquent. Aujourd'hui, il y a plusieurs solutions qui ont été proposées par les pouvoirs publics et qui sont mises en place dans nos établissements d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez, vous avez déjà commencé à parler d'organisation au sein des urgences pour limiter les violences. Est-ce qu'il y a des solutions qui pourraient être mises en place dans ces établissements qui ont fait foi à la PHM notamment? Je partage complètement. Alors, vous parliez des SAS. Alors, moi, quand je suis arrivée à la PHM, il y avait des SAS. J'ai dit, c'est bizarre, pourquoi vous n'utilisez pas les SAS? Parce que quand on est policier, on a des SAS. On sait utiliser un SAS. Eh bien, on n'a pas la télécommande. Ah bon, ça s'utilise un SAS? Ben oui, c'est une porte après l'autre. Et un week-end plus excité que les autres de l'été 2020, on est en 2024, donc 2022, on me demande en urgence de trouver une solution parce que ce n'est plus possible. Je dis, bon, je réfléchis, je me dis, je ne sais pas ce que je vais faire. Mon fameux agent de sécurité, ben, je l'ai mis dans le SAS. Parce qu'en fait, personne ne savait faire fonctionner mon SAS. Et aujourd'hui, j'ai un agent de sécurité, il est toujours en place, et ça a été une des solutions, effectivement. Donc, le SAS en lui-même, pourquoi pas, mais il faut que tout le monde sache faire fonctionner un SAS. Ça semble évident, ben non, c'est une porte après l'autre, sinon ça ne sert pas de SAS. Voilà, c'est tout simplement ça. Alors, voilà la fracture des mondes. Ah oui. C'est-à-dire qu'on utilise des mots en pensant que tout le monde comprend. Alors, vous avez raison sur le SAS, mais le SAS, c'est le service d'accès aux soins. Et c'est un dispositif qui a été mis en place par François Braun, quand il était ministre, et donc qui vise à désengorger les urgences en régulant l'accès en amont. Donc, pardon d'avoir été... peu pédagogue dans mon expression, mais c'est très juste. C'est très juste. Et c'est très intéressant. C'est très juste et c'est très intéressant parce que souvent j'explique qu'on emploie... Alors les acronymes, c'est pire, c'est pire, voilà. Mais on a tous un prisme. Et quand on utilise parfois même des mots, on n'y met absolument pas la même chose derrière. Et c'est surprenant. La première, vous parliez tout à l'heure des conventions santé, sécurité, justice. Pour moi, c'est une évidence. Je sais parler à tout le monde. Enfin, j'ai appris. Vous voyez, pas complètement, voilà. Mais la première fois où j'ai fait une réunion santé, sécurité, justice, autour de la table, c'est la PHM qui a fait le compte-rendu. Et quand la PHM a fait le compte-rendu, je me suis dit, n'a rien compris. Mais personne n'avait rien compris. Tout le monde était parti très content de la discussion.
persuadés de s'être compris et on ne s'était absolument pas compris. Donc moi, j'étais dans mon système architectural tout à l'heure quand vous avez évoqué et je suis restée sur mon schéma de pensée, effectivement. Donc, au-delà des... C'est aussi intéressant de savoir ce que ça peut faire le SAS dans l'entrée des urgences. Exactement. Vous aurez appris que si vous avez un SAS d'entrée, il faut savoir le gérer aussi, parce que ça ne sert à rien de déplacer des financements là-dessus. Voilà, tous les moyens qui sont utilisés, vous en avez tous. Hein. En fait, la technologie aujourd'hui permet beaucoup de choses. On a tous, et vous avez certainement tous détourné, j'ai surprise, les fameux PTI. Les protections travailleurs isolés. Je rappelle qu'à la base, un PTI, c'est pour quelqu'un qui potentiellement travaille seul le soir et peut avoir un ennui de santé. On a tous détourné ça. Les premiers à l'avoir détourné, c'est la psychiatrie. Ça marche bien. Ils s'alertent entre eux. Mais il faut savoir aussi adapter les moyens. Quand on a des PTI qui sont grands comme ça et qu'on travaille dans une HSA, c'est un moyen également d'être victime du coup porté avec cet objet-là. Donc c'est du travail du quotidien. Nous, le plan, on l'a suivi pas dans les mesures, mais dans les 3 grands axes. La protection des bâtiments, des sites et des services et des agents avec des moyens techniques. Donc la fameuse formation de gestion des conflits et l'accompagnement au dépôt de plainte, parce que pour nous, c'est facile. Plus facile. Et donc, que peuvent faire les pouvoirs publics là-dessus? Déjà, je crois qu'il n'y a pas grand monde qui utilise le fameux article 433-3-1 du Code pénal. Vous l'utilisez peu ou pas. D'abord parce que les services de justice et de police, peut-être, ne l'ont pas bien compris non plus. Il permet à l'employeur de porter plainte. Alors, pas du tout en lieu et place et pas du tout pour les violences commises, mais pour ce que vous disiez tout à l'heure, la désorganisation du service, c'est-à-dire que les faits qui sont commis d'injures, de menaces ou de violences ont été faits dans le but d'outrepasser le fonctionnement habituel du service. Et c'est un biais que nous utilisons à la PHM. Vous parliez tout à l'heure de la protection fonctionnelle. Tout ça mis bout à bout, alors, marche pas au quotidien en permanence, sinon je pourrais repartir de suite. Mais porte ses fruits. Le fait d'accompagner les gens vers le dépôt de plainte, c'est aussi, vous parliez de la sous-déclaration des événements indésirables, malveillants. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça partout. En tout cas, voilà. Lorsque derrière, il y a une suite, c'est moi qui les modère tous à la PHM, lorsque derrière, il y a une suite, c'est-à-dire juste une prise de contact, les gens ont compris que c'est un moyen de communication. Et moi, je leur dis depuis 3 ans, si vous ne faites pas remonter l'information, je ne peux pas agir. Et donc, on essaye de lutter contre cette sous-déclaration par l'action qui est mise derrière, qui est mise en œuvre au quotidien. Et je rebondis, du coup, vous citiez le rapport dont vous êtes co-rédactrice, Madame Nion. Dedans, vous avez préconisé que les professionnels aient des gilets de protection, notamment lorsqu'ils vont en ville. Et ça rejoint alors l'idée de fournir le matériel suffisant aux professionnels pour pouvoir se sécuriser, avoir le sentiment d'être en sécurité peut-être plus. Oui, tout à fait. C'est pour renforcer le sentiment de sécurité. Et là, c'était particulièrement adapté pour l'extra-hospitalier, notamment. Ça avait été souligné par des professionnels qui exercent dans des secteurs d'intervention externe. Après, comme vous l'avez dit, il y a plein de moyens qui peuvent être adaptés en fonction des situations. Je pense que là, on a de la créativité aussi. Il ne faut pas se censurer sur la créativité, sur les possibilités, y compris avec les professionnels de santé eux-mêmes, les professionnels exerçants. Mais au-delà, comme l'a très bien exprimé M. Jomier, je pense qu'il y a un problème plus sociétal, il y a un problème de diversité et peut-être travailler aussi sur ce qui est de l'apprentissage, enfin de la connaissance de la diversité et puis peut-être des modes de communication. On l'a bien vu tout à l'heure, les mots ne veulent pas dire la même chose pour chacun d'entre nous. Et je pense que là, c'est important que nos professionnels, et notamment nos professionnels de première ligne qui sont dans les accueils, qu'on a particulièrement identifié aussi dans le rapport, même si ça ne faisait pas l'objet normalement de ce rapport, mais à l'évidence, tous les professionnels qui sont en lien avec le public sont susceptibles d'être effectivement victimes au moins de malveillance ou d'incivilité. Enfin, on peut prendre tous les termes, mais en tout cas peuvent être victimes. Et je crois qu'il faut développer les compétences, les connaissances, la formation et l'adapter en fonction des circonstances. Peut-être des formations en santé mentale de premier secours ou d'autres à la communication, voire individualiser les formations sur des professionnels qui sont sur ces secteurs-là. D'accord. Et donc, comme vous le disiez, on a souvent
pas les moyens, enfin, on n'a pas forcément la possibilité de les envoyer en formation sur des longues journées. Alors, les formations de 2 heures, effectivement, c'est une très bonne idée. C'est vous qui les avez montées à la PHM? Oui. D'accord. Oui, c'est des formations qu'on fait également sur poste dans la police. On n'a pas plus les moyens d'envoyer les gens en formation. Donc en fait, c'est une intervention sur poste à la demande, jour-nuit. Et on est allé chercher un policier qui était déjà formateur en gestion des conflits, qui est toujours en activité, qui prend des plaintes et qui en plus fait ce petit retour parce qu'il y a toujours des questions très pratico-pratiques. Voilà, encore une fois, ça sert aussi de débriefing après des incidents parce que les équipes qui les demandent, on parlait des suites sur les événements indésirables. Lorsque moi, je vois un événement indésirable qui remonte, on n'a pas parlé des réseaux sociaux, hein, des TikTokers qui filment en permanence les agents et qui posent des vraies difficultés dans les hôpitaux en publiant ce qui se passe, hein, le soin quotidien, et qui peut être très mal ressenti, à juste titre, par les divers intervenants dans l'hôpital. Ben, lorsque l'équipe est touchée de manière plurielle, de manière systématique, on propose cette formation, on appelle le cadre, on lui dit, je vous rappelle qu'il y a cette formation, on vient entre midi et 2, on vient le soir, on vient la nuit, on vient quand vous voulez, c'est 2 heures, et voilà. Donc en fait, on multiplie et on le lie complètement aux événements, parce que moi je suis fille de pépiniériste, et j'ai appris que quand on plante des graines, si on les arrose un peu, elles germent. Mais c'est la beauté de la fleur qui donne envie de la ressemer. Voilà. Donc, il n'y a que le bouche à oreille. J'ai 18 000 payes à la PHM. Je ne peux pas parler de sécurité à des gens qui ne se sentent pas concernés. Ils ne l'écoutent pas, ils ne l'entendent pas, ça ne les intéresse pas. En revanche, malheureusement, quand il y a eu un événement, j'espère le plus petit possible, c'est une occasion de mettre le pied dans la porte et d'aller expliquer. Et d'un coup, les oreilles s'ouvrent. Donc, les soignants, donc on doit leur donner le sentiment d'être en sécurité, leur apprendre aussi à se débrouiller face à ces situations de violence. Et quand la violence arrive, quand elle survient, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour les accompagner? Vous avez cité la protection fonctionnelle, vous avez cité également l'accompagnement sur les plaintes aussi. Mais comment nous, on peut... Est-ce qu'il faut tout de suite aller sur le terrain? Est-ce qu'il faut tout de suite aller voir et aller les voir pour les rassurer, pour voilà, les écouter ou pas? Alors, il y a déjà un premier niveau. Alors, en dehors de ce qui se passe effectivement probablement la nuit, où il y a effectivement moins d'encadrement, mais il y a quand même un premier niveau de manager qui est celui du cadre de proximité et qui, pour le coup, est particulièrement impliqué, soit directement, soit parce qu'il va intervenir pour gérer la situation dans la gestion de l'événement. Ensuite, je pense que tous les niveaux, et là, en tant que manager, quel que soit le niveau hiérarchique, on est effectivement concerné, puisqu'on va intervenir, soit tout de suite, soit à distance de l'événement, en fonction de la gravité de l'événement. Et je pense que que les directeurs sont de plus en plus sollicités sur le terrain. Je ne sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien. Je ne saurais pas répondre à cette question. Là, je pense que je vous laisse la liberté de répondre à cette question. Mais on voit bien qu'il y a une prise en compte et en tous les cas une demande aussi du terrain. Mais est-ce qu'elle est justifiée? Est-ce que c'est la bonne mesure? Il y a probablement un équilibre à trouver. Je ne pense pas qu'en tant que directeur, vous puissiez aller sur toutes les situations. Et puis quand vous n'y allez pas, peut-être qu'on va vous dire « mais vous n'êtes pas venu ». Voilà, donc c'est un compromis, un équilibre difficile à trouver. Je pense que l'appui, il est d'abord sur les managers de premier niveau, qui sont l'encadrement de proximité ou l'encadrement supérieur. Et ensuite, quel est votre rôle derrière? Là, je vous laisse la parole. D'accord, merci. Et du coup, Madame Nion, comment vous faites, vous, avec les directeurs de la PHM? Qu'est-ce que vous leur dites? Moi, j'ai effectivement constaté, j'ai des directeurs qui sont très impliqués. D'abord, j'ai rarement de relais pour la sécurité sur un site. C'est le directeur qui se sent investi de la mission de sécurité parce que c'est fondamental, parce que derrière, effectivement, il y a des organisations syndicales, il peut y avoir des difficultés. Et de manière, alors moi, les miens, c'est que des petits jeunes. Voilà, donc ils y vont, ils viennent avec moi, ils veulent apprendre, enfin voilà. Mais je leur dis attention, parce qu'effectivement, le jour où vous n'êtes pas là et où c'est la directrice des soins qui est là et qui doit faire ce job-là,
ça crée une espèce de hiérarchie qu'il n'y a pas à avoir, mais parce qu'en fait, vous n'êtes pas là sur et on dit, bah oui, mais alors quand c'est passé le même événement au 5B, il y est allé, et puis là, comme c'est au 3A, c'est chez nous, il doit moins nous aimer, donc il vient pas nous voir. Enfin voilà. Donc je comprends que c'est super difficile et les cadres font super bien le job parce qu'au final, quand il y a un incident, derrière, de toute façon, il y a de la gestion très rapidement. Il faut remettre en place une équipe qui va venir pallier celle qui a un genou à terre, voilà. Donc, je ne sais pas si ils ont ce besoin de vous voir. Il y a vraiment ce besoin. Est-ce qu'il y a une nécessité d'y aller? Je ne sais pas, hein, je ne saurais pas le dire non plus. Moi, j'y suis tout le temps. Donc, c'est plus facile pour moi, mais moi, j'incarne autre chose. Voilà. Je comprends bien. Et c'est une question que je pense on se pose beaucoup. Est-ce qu'il faut réagir ou réessayer d'être dans l'accompagnement derrière? On ne sait pas. On choisira. Donc, on a parlé des solutions qu'on peut mettre tout de suite en œuvre et aussi des solutions pour prévenir, mais je voudrais revenir sur les solutions qu'il y a pour prévenir ces violences. Donc, parce que, par exemple, on sait aujourd'hui que les violences, il y en a le plus en psychiatrie, en EHPAD ou dans le service des urgences, que ça concerne majoritairement les infirmiers, mais aussi les agents de sécurité, aussi les agents administratifs, enfin, tous les agents qui sont en première ligne. Mais comment on pourrait prévenir davantage ces violences pour éviter qu'elles surviennent parce que, bon, je vois, il y a de la formation, mais la formation, ça ne peut pas forcément préparer le soignant à recevoir cette violence avec ce qui s'ensuit derrière, hein, les arrêts maladie, la désorganisation des services, etc. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour prévenir ces violences au sein de nos établissements ? Alors, les mesures, elles sont à la fois très spécifiques en fonction des secteurs et à la fois très générales. Mais la formation, oui, des formations de niveaux très différents aussi. Je pense que la formation, elle n'est pas forcément, elle peut être de 2 heures, mais elle peut être aussi en prévention, apprendre à détecter. Je pense que ça, c'est important. Je parlais des formations de premier secours en santé mentale. C'est des formations qui apprennent à détecter, à repérer chez l'autre des premiers signes ou les signes précurseurs d'un décrochement finalement vers une potentielle violence. Ça, je pense que c'est important d'apprendre à les repérer. Et donc pour tous les professionnels qui sont dans ces services, effectivement, au-delà de tous les moyens de sécurité dont on a parlé et qui peuvent être encore, probablement qu'il y en a encore d'autres et probablement que l'intelligence artificielle va aussi amener, la technologie va probablement amener d'autres solutions. Mais ça reste l'humain quand même qui est le premier en face qui est face à la situation. Donc je pense que la formation est de ce fait très importante. Les locaux, on l'a dit, l'organisation, la gestion des flux, aussi apprendre de ce qu'on a, et vous l'avez très bien dit, apprendre de ce qui s'est passé auparavant, c'est-à-dire faire des retours d'expérience, des analyses d'événements et des retours d'expérience en équipe, ce qui permet aussi de comprendre comment les mécanismes sont arrivés, et puis parfois repérer le ou les professionnels qui sont les plus souvent victimes, parce que pour avoir géré moi-même un service d'urgence, je me suis rendu compte qu'il y a des professionnels qui étaient plus souvent victimes que les autres. Donc peut-être qu'il y a des facteurs effectivement individuels et peut-être qu'il faut renforcer sur ces professionnels en particulier les formations, ou peut-être qu'il faut des fois même leur proposer d'autres postes peut-être qui sont un peu usés, parce qu'on n'a pas parlé des conséquences, mais les conséquences sur les professionnels, elles peuvent être immédiates ou elles peuvent être à long terme. D'accord, merci. Et donc, par rapport justement à ces personnes qui décrochent, vous nous disiez quand on préparait la table ronde, vous aviez pris l'exemple d'une situation. Est-ce que vous pourrez raconter à ceux qui nous écoutent aujourd'hui comment savoir qu'une personne va commettre une violence physique, en tout cas, ou verbale ? C'est ce dont vous parliez tout à l'heure, le décrochage empathique. Hein, c'est effectivement ce qu'on apprend en 3 secondes. Ça prend 3 secondes. Vous êtes dans une discussion, vous n'arrivez pas à passer la main parce que vous n'avez pas appris en équipe à passer la main. Personne n'est venu vous taper dans le dos en disant... je rappelle, hein, nous, on a le fameux docteur Edmond à la PHM qu'on a inventé. Edmond, c'est un vieux prénom. Il a semblé qu'il n'y aurait pas de docteur Edmond, mais peut-être qu'un jour, il y en aura un, où on vient taper sur l'épaule de celui qui est à la banque d'accueil et qui n'en peut plus, en lui disant, le docteur Edmond a besoin de toi. Il s'en va. Donc, on n'est pas déconsidéré. Hein, c'est quand même un médecin qui a besoin de nous. Donc on s'en va. Quelqu'un prend la place. Mais parfois, ça ne suffit pas.
voilà, et lorsqu'on est en proximité, hein, on a vu qu'il y avait des distances sociales qui sont acceptables, la proxémie. Lorsqu'on va se rapprocher, on essaye de garder une distance, on se déplace, donc on met quelque chose entre nous. Et à partir du moment où votre agresseur fait ça, c'est le décrochage empathique. Derrière, ça va partir. Donc, le décrochage empathique, il lâche votre regard, il le lâche. À un moment, il va décrocher. Ce que vous lui dites, il ne l'entend plus et il faut s'écarter. Voilà. Ça ne marche pas à tous les coups, ça marche à 99,9%. Avant une violence, il y a un décrochage empathique. Merci beaucoup. Et Monsieur Jomier, quand vous avez collaboré au rapport, hein, quand vous étiez président de la commission sur l'état de santé et l'hôpital, vous avez co-rédigé le rapport. Est-ce que vous avez proposé des choses qui pourraient diminuer les violences dans les établissements, peut-être au niveau macro? Ah oui, enfin tout un ensemble de mesures d'ailleurs qui se retrouvent évidemment. Voilà, je veux dire, voilà, on ne réinvente pas l'eau tiède tous les jours, mais très très profondément. Je veux dire, on a une responsabilité, on l'a redit, sociétale, politique, générale, sur ce que produit la demande de soins auprès d'un certain nombre de personnes. Deuxièmement, on a ce qui est intérieur à l'hôpital et dans le fonctionnement de l'hôpital. Et dans les locaux de l'hôpital, la tension physique, elle monte, vous l'avez très bien dit, ce n'est pas un phénomène brutal, ça monte, vous avez parlé du phénomène de décrochage empathique, mais donc ça vient après toute une montée de tension, ça rumine, ça grimpe, etc. Et on sait que les facteurs même d'aménagement peuvent apaiser la situation, peuvent être plutôt de nature à faire baisser. Évidemment, je le dis, il n'y a pas une mesure à prendre et qui règle toujours le problème, tout le monde le sait. Mais donc, il y a des mesures qui tiennent aux aménagements des hôpitaux. Il y a des mesures qui tiennent à la présence humaine. C'est-à-dire quand vous restez pendant une demi-heure ou une heure, que vous craignez avoir quelque chose qui peut être grave, que vous ne savez pas, et que personne vient vous parler, parce que les soignants n'ont pas le temps, parce qu'ils doivent justement prendre en charge, et s'ils prennent le temps de parler, c'est terrible que le temps de la parole soit pris sur le temps du soin. Et ça, c'est un déport qui pourtant est indispensable. Enfin, se priver du temps de l'échange et de la parole pour un soignant, c'est altérer la qualité du soin, c'est altérer la qualité de la relation avec l'usager, et donc c'est nourrir aussi de la récrimination, du ressentiment, tout ce qui va provoquer la montée en tension. Donc les mesures, elles portent sur les locaux, elles portent sur les personnels. Après cette commission d'enquête, parce que c'était une des propositions de la commission d'enquête, j'ai fait voter au Sénat cette loi sur les ratios patients-soignants, dont le monde soignant parle beaucoup, le monde hospitalier parle beaucoup. Bon, certaines organisations de directeurs, ils ne sont pas très favorables, je le sais. Mais elle dit quoi, cette loi? Ce n'est pas un truc bureaucratique. De toute façon, ne me racontons pas d'histoire, les ratios, ils existent, ils sont financiers actuellement. Elle dit simplement, il faut entendre une infirmière qui dit « mais il y a 20 ans, on me demandait de prendre en charge 10 patients, maintenant je dois en prendre 15 ». Parce que les bébés restrictions sont passées par là, les LONDAM, machin, etc., les copermos s'en sont mêlés. Et ben elle dit « j'ai plus le temps de bien soigner et je deviens pas bien traitante ». Donc on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Mais c'est essentiel, c'est fondamental. Quand elle dit ça, elle dit qu'elle ne veut pas appauvrir ce temps de la relation. Si vous appauvrissez ce temps de la relation, vous faites monter les tensions. Donc c'est un ensemble de mesures à prendre, j'allais dire, qui redonne sens à l'hôpital. Je ne dis pas, l'hôpital n'a pas perdu son sens, hein, ne se réinterprétez pas mes propos, mais qui remet plus de sens dans le fonctionnement des hôpitaux. Et la population le voit, le verra. Les gens, ils ne sont pas idiots. Ils le voient bien que ça fonctionne moins bien. Ils le ressentent. Donc, remettre de la qualité de fonctionnement, du temps dans les services de soins, parce que, encore une fois, c'est l'hôpital, mais ce sont aussi d'autres structures de soins, est essentiel pour faire baisser les violences et les tensions auxquelles les établissements sont exposés. Mais il y a des tas d'autres mesures à prendre. On pourrait communiquer un peu plus et peut-être un peu mieux aussi. La campagne... t'es malade, c'est ça? T'es malade si tu... Hein, c'est ça, ou t'es fou, ou je sais pas quoi. Bon, si tu t'en prends un professionnel de santé. Bon, je suis pas sûr que les mots étaient très bien choisis. Voilà.
pour des tas de raisons. D'ailleurs, pas que, il ne faut pas stigmatiser, bon, mais par le fait aussi que ça ramène la question des violences simplement au fait que les gens ne sont pas bien. Non, hein, c'est un phénomène plus profond que ça aussi. Donc, il y a aussi des mesures à prendre en la matière. Et il faut qu'elles soient maintenues dans le temps, parce que ça, on sait. Les one-shot, ça ne fonctionne pas très bien. Si vous voulez, on est sur une question qui est aussi comportementale, avoir un effet dans la durée, vous devez agir dans la durée, de façon répétée, permanente. Et c'est comme ça que vous arrivez à modifier les choses. Merci beaucoup. Donc vous avez parlé justement de la com au niveau national, mais il y a aussi les établissements qui peuvent faire de la com à l'image du CHU de Besançon récemment qui a réalisé des affiches par une dessinatrice sur les violences. Je vous invite à aller les voir parce qu'elles sont très bien faites. Peut-être leur demander l'accord pour les prendre. Mais en tout cas, elles sont très bien faites. Après, au niveau de la violence, quand on arrive après, donc la violence est faite, on accompagne, on propose la protection fonctionnelle, on va aller voir, vous avez parlé du débriefing aussi, donc de la protection fonctionnelle, il y a une circulaire qui a été faite en 2024, en mai 2024, qui nous explique un peu comment la mettre en place. Voilà. Et puis, il y a aussi toute la question de savoir comment on accompagne l'équipe. Alors, le débriefing, oui, mais comment on peut... alors, on ne peut pas leur assurer le risque zéro parce que ça n'existe pas, mais comment on peut les accompagner pour éviter qu'il y ait des arrêts longs qui désorganisent le service. Et voilà, c'est ma question. L'accompagnement des professionnels, il est à la fois individuel et collectif. Là encore, hein, individuel, et vous l'avez dit, par l'accompagnement immédiat et effectivement la mise en place des dispositions législatives, réglementaires, mais pas que, puisqu'ensuite il peut y avoir le soutien aussi d'un psychologue ou aujourd'hui, on a quand même beaucoup d'associations qui sont aussi à disposition pour les professionnels et qui peuvent répondre à un besoin individuel, immédiat ou à distance. Et le problème, il est d'ailleurs souvent à distance, puisque les professionnels qui sont victimes, alors quand c'est des faits importants, graves, immédiats, physiques, il y a une prise en charge et probablement que c'est peut-être un peu plus encadré ou un peu plus, en tout cas c'est plus stigmatisant pour eux, donc de fait ils vont peut-être un peu plus se prendre en charge, et encore que parfois on le met un peu de côté et on se dit bon voilà c'est réglé, mais il y a aussi tous les effets à distance, c'est-à-dire que la réitération, la répétition de faits d'incivilité, elle peut amener, même si les chiffres sont pas très exhaustifs et pas très clairs dessus, on n'a pas vraiment de données, mais en tout cas on sait qu'elles sont responsables d'accidents de travail qui sont, enfin d'arrêts de travail qui sont peut-être pas immédiats, mais qui sont des fois 6 mois après l'événement, parce qu'un autre événement, qui parfois est encore plus insignifiant que le précédent, va venir faire émerger la situation antérieure et donc provoquer un arrêt maladie, voire des fois pendant des mois. Et on n'a pas vraiment de données dessus. Donc il est important de pouvoir justement que ce soit intégré, que les services de santé au travail, qui sont beaucoup impliqués pour la plupart d'entre eux, mais qui parfois eux aussi ont des problèmes d'effectifs et de moyens. Malheureusement, on sait que c'est des services qui sont un peu tendus sur le plan des effectifs également. En tout cas, il faut y ait cet accompagnement ou psychologique ou médecine de santé au travail, quand ce n'est pas aussi la hiérarchie elle-même qui peut identifier et inciter le professionnel, en tout cas lui donner des pistes, lui donner des outils, des moyens, des coordonnées, des fois tout simplement, transmettre des coordonnées. Voilà, tu feras quand tu penses que ce sera peut-être utile pour toi. Merci beaucoup. Et donc pour en revenir aussi aux conventions santé, sécurité et justice, parce que tout le monde n'a pas la chance dans son établissement d'avoir un commandant de police qui est directrice de la sécurité. Donc au niveau des conventions, comment les mettre en œuvre aujourd'hui? Parce que je pense que la plupart maintenant en ont, peut-être, mais il y en a quand même qui n'en ont pas encore. Comment il faut faire pour en faire une de convention avec la police et la justice et l'appliquer? Voilà. Alors l'affaire, je pense que vous avez des réunions où de temps en temps, en tout cas il faut aller chercher le parquet, parce que c'est le parquet qui va être leader là-dessus, pour essayer de coécrire dès le début, récupérer la police, le directeur interdépartemental, maintenant DIPN, qui va coécrire avec vous. Dans celle, il la faut suffisamment peu contraignante, mais précise pour y mettre ce qu'on veut.
hein. Je prends pour exemple à Marseille, on a des référents, moi j'ai un référent au parquet, j'ai des référents dans les commissariats pour des rendez-vous sur les plaintes. Donc c'est suffisamment large. Il y a la contrepartie, la facilitation pour les services de police de prise en compte dans les hôpitaux. Alors j'imagine qu'elles n'ont pas toutes le même format. En tout cas, la mienne est suffisamment adaptée. La police municipale a son rôle à jouer dans des grandes villes lorsqu'elle est conséquente, hein. Elle vient vraiment en complément de la police nationale, notamment pour des passages de proximité, avec des passages, hein. Il y a des registres qui sont ouverts. Bonjour, bonjour, est-ce que ça va, ça va. Et c'est un des moyens de savoir comment s'appeler. Qui j'appelle, comment j'appelle, et qui, suite à un événement, d'avoir des coordonnées et de savoir comment faire mieux la prochaine fois, c'est aussi une des réponses. Donc je crois qu'il existe des modèles de convention santé, sécurité, justice. Hein, et puis après, vous disiez comment on les applique. Elles sont, faut pas hésiter. Hein. Le procureur et le directeur interdépartemental de la police nationale ont des réunions partenariales avec la pénitentiaire, avec tout d'autres partenaires. Il faut demander la réunion biannuelle et puis faire le point. Mais au quotidien, en fait, il faut la faire vivre. Vous avez une difficulté particulière. Moi, j'ai eu... on n'a pas parlé des règlements de compte et de ce que ça implique pour les équipes qui voient arriver quasiment tous les 2 jours un blessé par balle à l'hôpital Nord et qui aujourd'hui finalement se sont très habitués à ça. Mais la prise en compte du règlement de compte, ça veut dire avoir la cité qui descend derrière, parce que bon, les gens qui sont victimes des règlements de compte, généralement c'est dans des lieux un peu spécifiques, la famille, les copains, et puis peut-être ceux qui vont venir finir le travail. Donc ça crée des vraies questions. Qu'aujourd'hui, on a mis en place des choses très simples. Hein. Il y a un blessé par balle qui arrive, la police ne l'a pas accompagné, on appelle la police vient. La présence de la police, déjà dans un premier temps, est rassurante, et ça permet de faire savoir qu'on a un blessé par balle. Donc ces petits axes du quotidien, c'est pareil sur les violences conjugales. Vous avez peut-être tous chacun des plateformes de violences conjugales, ou des maisons des femmes. C'est autant de moyens de faire vivre ces conventions qui viennent s'adosser à la première avec des protocoles spécifiques ou pas. Mais en tout cas, des choses à co-construire avec la police et la justice. Les réquisitions, comment la police écrit, à qui écrit la réquisition, comment on répond à la réquisition, pourquoi on n'a pas tous compris. Voilà. Tous ces sujets transversaux, on parlait tout à l'heure de la psychiatrie, comment on fait des suites judiciaires sur un SDRE, tout ça, c'est des maillages qui partent au départ de la Convention santé-sécurité-justice et qui vivent. Ça fait autant de raisons de se parler, d'échanger, d'avoir des suites sur une affaire. Moi, si j'ai une affaire, la semaine dernière, j'ai 12 jours d'ITT sur un personnel dans un service des urgences psychiatriques, j'appelle le parquet. J'appelle le parquet, je dis attention, le médecin a fait un certificat de compatibilité avec la garde à vue, je voudrais des suites. C'est pas le procureur qui sanctionne, mais c'est le procureur qui demande la sanction. Donc moi, je suis en toute transparence en disant, écoutez, ça a un impact énorme, il faut qu'il y ait des suites, c'est la 14e fois qu'il vient en 3 mois, monsieur, avec les mêmes conséquences. On a 2 experts psychiatres qui considèrent que ça ne relève pas de la maladie. Chacun fait son job. Derrière, il y a des suites judiciaires, encore une fois, par le juge du siège, qui n'est pas le procureur. Mais moi, je peux très bien, dans mon partenariat, alerter en disant, aujourd'hui, ça va être compliqué si le monsieur revient et que rien n'est fait. Et derrière, c'est prévenir les agents de ce qui est fait et les tenir au courant de s'il y a des suites. C'est important pour eux qu'ils sachent que derrière, on prend en compte ce qui s'est passé. C'est ça. Alors, je rappelle aussi que le travail de la police s'arrête aux marches du palais. C'est ce que j'expliquais toujours à mes agents, parce qu'il y a toujours la grosse déception du policier qui a travaillé des semaines pour faire écrouer quelqu'un et qui est toujours peiné en disant le gars, il n'a rien pris. Enfin, notre travail s'arrête aux marches du palais. Donc, effectivement, il faut trouver un moyen, lorsque la police a déféré l'auteur des violences, d'avoir la réponse judiciaire. Et ce partenariat, cette convention santé-sécurité-justice, c'est un bon moyen d'aller chercher la réponse. Merci. Et je finirai par donner la parole à Monsieur Jomier sur le civisme et la vie en société. Est-ce que vous pensez qu'on peut le remettre en place à l'hôpital, au cœur de l'hôpital? Je vais vous répondre, mais je voudrais poursuivre sur ce qu'a dit Madame la Commissaire, parce que je trouve que c'est fondamental.
vous savez, le Parlement est saisi d'un texte de proposition de loi aggravant les peines en cas de violence contre des professionnels de santé dans les hôpitaux, etc. Et je dois dire que mon opinion n'est pas formée définitive sur cette question. Parce que ce que je constate, c'est que c'est très facile pour le législateur de voter que voilà, ce sera une peine de prison encore plus lourde, etc. etc. Mais est-ce que ce n'est pas, au fond, la question de l'effectivité et de l'application réelle des peines qui est en question? Parce qu'on peut toujours aggraver des peines quand elles ne sont simplement pas appliquées, parce que pour des tas de raisons dans la chaîne pénale, d'insuffisance des moyens des uns et des autres, de coordination, de tout ce que vous voulez, d'opposition, de magistrats à un titre individuel, peu importe. Mais le fait, c'est que le tableau d'ensemble, c'est que l'effectivité de l'application des peines existantes est beaucoup trop faible. Et ce n'est pas propre au domaine des violences, vous le savez, contre les professionnels de santé. J'étais très en colère il y a quelques jours parce qu'il y a eu un contrôle policier organisé à Paris sur les cartes de stationnement pour les personnes en situation de handicap, dont on sait qu'il y a environ 50% de cartes qui sont fausses. Ça dit quelque chose du civisme, et c'est pour ça que je vais y venir. 50% donc de fraude sur une question qui est le respect de la place des personnes en situation de handicap dans la ville. Eh bien, les policiers qui ont procédé au contrôle, et ça, ce n'est pas les magistrats non plus, pour une part, ont fait de simples rappels à la loi. Des gens qui ont photocopié des cartes, qui ont fraudé délibérément. La sanction, elle est réelle. Alors, je ne la sais plus exactement, mais je crois que c'est 1 500 € le procès verbal. 1 500 €. Donc c'est quand même, vous ne recommencez pas 2 fois, quoi. Ben non, on n'applique pas. Donc on a quand même un problème qui est de toujours discuter de l'aggravation des sanctions, de on va taper plus fort, on va taper plus fort, mais au fond de ne pas appliquer ce qui existe déjà. Effectivement, quand quelqu'un, pas une fois, alors la première fois on peut comprendre, il s'est énervé, rappel à la loi, on passe, mais 2 fois, 3 fois, il faut peut-être arrêter là, il faut peut-être passer... et pas forcément l'envoyer 3 mois en prison non plus. Parce que c'est ça, il ne faut pas être disproportionné. Donc on a quand même un problème un peu erratique, il me semble, de mauvais fonctionnement dans notre chaîne pénale. Voilà. Alors après, tout ça ramène, oui, comme sur la question, ce que je viens de vous raconter sur les cartes de stationnement, à la question de la vie en société, de ce qu'on appelle le civisme au sens plus large. Moi, je pense que, je vous disais au début, les politiques ne font pas les évolutions de la société, surtout on les écoute de moins en moins, par responsabilité, mais c'est comme ça. On ne peut pas non plus demander à ce que la solution vienne de là et en même temps ne pas écouter. Mais il est certain pour moi que quand la vie politique est faite de brutalisation, je le redis, de dissensus permanent, d'incapacité à générer de la solution, parce qu'il y a des solutions à des tas de problèmes existants, mais qu'on préfère rester dans sa posture, dans son champ, et je ne parle pas de la constitution du gouvernement actuel, s'il vous plaît, mais qu'on préfère rester confortablement à gérer un discours politique qui est un discours de tension, comme s'il n'y avait pas assez avec les réseaux sociaux, comme s'il n'y avait pas assez avec l'accélération du temps qui est compliqué pour beaucoup de personnes. Tout va plus vite, tout change plus vite. On demande au métier de sans arrêt, faut toujours modifier, comme si tout ça ne suffisait pas. Si le discours politique qui est tenu dans notre pays est un discours de fracturation, d'opposition des groupes les uns aux autres et des discours identitaires, on va dire, enfermés sur eux-mêmes, alors on nourrit, évidemment, les tensions à l'hôpital, mais bien ailleurs aussi, dans l'espace public et partout. Et malheureusement, c'est ce qu'on constate. Mais moi, je ne suis pas pessimiste. Je pense qu'on doit avoir un sursaut collectif. Les Jeux, encore une fois, ont été un moment, clairement, de sursaut collectif, d'autre chose. Et ce qui a été donné à voir et à vivre à ce moment-là doit nous donner envie de vivre comme ça. On peut clôturer là-dessus. C'est plutôt